Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 19e épisode de ce podcast où je vais vous parler de Pluton, de Mars, d'anagrammes renversantes et d'une toute petite exoplanète. Commençons par la date de la semaine avec le 18 février où nous avons fêté le 83e anniversaire de la découverte de Pluton. Et là, je suis très emmerdée parce que je ne sais pas comment se prononce le nom de celui qui l'a déniché. Donc, on va dire Clyde Tombaugh, on va dire ça comme ça, avec GH à la fin, a été celui qui a vu bouger pour la première fois la célèbre ex-9e planète du système solaire sur des plaques photographiques issues d'observations avec ce télescope, confirmant l'hypothèse de Percival Lowell qui était persuadé qu'une planète existait au-delà de l'orbite de Neptune. Mais il est mort quelques années trop tôt, Percival Lowell. Cela dit, pour lui rendre hommage, les 2 premières lettres de Pluton reprennent ses initiales. Et si Twitter n'existait pas à l'époque, l'observatoire Percival Lowell n'a pas manqué de souhaiter cet anniversaire sur son compte officiel, mais c'est pas le seul, le compte américain de Titan y a pensé aussi, avec les meilleurs clichés que l'on ait actuellement de la planète naine, et enfin, évidemment, New Horizons qui se dirige vers elle. Restons avec cette sonde d'ailleurs qui nous offre le tweet de la semaine pour nous indiquer qu'elle ne se trouve plus qu'à 7 unités astronomiques de Pluton. Sachant qu'une unité astronomique est la distance qui sépare la Terre du Soleil, à savoir environ 150 millions de kilomètres, la sonde est donc à l'heure où je vous parle à 1 milliard de kilomètres de Pluton. Alors ça semble beaucoup, mais elle en a déjà parcouru près de 4 milliards depuis 2006. C'est donc une dernière ligne droite avant de compter en millions. En tout cas, j'ai hâte d'être au 14 juillet 2015 pour avoir des images des confins du système solaire. En attendant son arrivée, revenons autour de notre bonne vieille Terre où tourne la Station spatiale internationale qui s'apprête à recevoir sa 2e mission de ravitaillement venue de l'entreprise privée SpaceX, fondée par le milliardaire Elon Musk dont je vous avais parlé il n'y a pas longtemps. La capsule Dragon, que voici, sera lancée le 1er mars prochain pour s'amarrer à l'ISS le lendemain avec 600 kg de fret à bord et repartira le 25 mars avec plus d'1 tonne de matériel. Et l'ISS se prépare d'ailleurs déjà à ce ravitaillement puisque Chris Hadfield, actuellement dans la station, nous a expliqué qu'ils avaient allumé des propulseurs pour atteindre la bonne altitude et la bonne vitesse pour recevoir la capsule dans quelques jours. Et d'ailleurs, alors je sais que c'est la 12e fois que je vous le dis, mais je vous conseille vraiment de suivre Chris Hadfield sur Twitter parce que c'est quand même le seul mec sur Terre, enfin ou pas loin du coup, à avoir la classe quand il tweet qu'il est en train de manger une pomme. Et ouais. Parce que manger une pomme fraîche en voyant la Terre de son hublot, perso, moi je fais pas ça tous les jours. Je le ferai peut-être jamais d'ailleurs aussi. Mais finalement, qu'est-ce que la Terre devant ses vallées supérieures de pétillement d'étoiles je vous pose la question, et peu importe la réponse finalement. Mais savez-vous en revanche que cette question est donc l'anagramme de « le vide quantique est et reste la source réelle de l'espace-temps et de l'univers ». J'ai pas trouvé ça toute seule, évidemment. Cet anagramme est tiré d'un petit livre que j'affectionne énormément et qui s'appelle Anagrammes renversantes, coécrit par Étienne Klein, un physicien dont je vous parle souvent parce que je voudrais beaucoup l'épouser, et Jacques Perry-Salco, un musicien, donc rien à voir a priori, mais il trouve des anagrammes issus de noms ou de phrases souvent scientifiques et il philosophe entre les 2 expressions pour les relier entre elles. Alors je reprends donc mon exemple, et ça donne ceci. Qu'est-ce que la Terre devant ses vallées supérieures de pétillement d'étoiles ? Notre planète est un petit objet perdu dans l'immensité de la Voie lactée, elle-même égarée dans un univers bien plus vaste qu'elle. Et lorsqu'au milieu de la nuit nous levons les yeux vers le ciel, nous sommes sidérés avant d'être assaillis de questions. D'où provient le monde ? A-t-il jamais commencé ? Certains physiciens expliquent qu'avant toute chose il y avait le vide quantique, qui n'est pas un néant où rien ne se passe, mais un océan rempli de particules en sommeil, capable, dans certaines circonstances, d'accéder à l'existence. Tout serait parti de là, avancent ces argonautes de l'esprit, de cette matière en hibernation ontologique. Le vide quantique est et reste la ressource réelle de l'espace-temps et de l'univers. Voilà, donc c'est à la fois instructif, passionnant et poétique, et ce petit bouquin coûte 10 € aux éditions Flammarion, et vous pourrez briller en société en disant que l'anagramme d'Albert Einstein est « rien n'est établi », que celle de la vitesse de la lumière est « limite les rêves au-delà » ou celle de « les paradoxes du chat beurré » est « aller à chaud d'experts bourrés ». Et si vous brillez en société grâce à ça, j'en connais qui ne brillent pas, mais qu'on arrive à détecter grâce à nos exploits techniques de plus en plus impressionnants. Et entre parenthèses, c'est ma transition qui est impressionnante, je pense que je vais pouvoir concourir pour la plus mauvaise transition de l'histoire du podcast. Bref, l'événement de la semaine, donc, c'est la découverte de Kepler 37b, la plus petite planète jamais découverte puisqu'elle est à peine plus grande que la Lune, et que le record précédent était Kepler 10b, une planète un tout petit peu plus grande que la Terre. Kepler 37b fait donc 3860 km de diamètre, elle se trouve dans un système à 210 années-lumière de nous qui abrite également 2 autres planètes,
Kepler 37c et Kepler 37d, et toutes les trois tournent vraiment trop près de leur étoile pour pouvoir abriter de l'eau liquide, aucun intérêt pour la recherche d'une forme de vie donc, mais ça a le mérite de nous apprendre qu'on est capable de découvrir de si petits objets et qu'ils sont très fréquents dans l'univers. Bon, alors par contre, il va falloir penser à leur donner d'autres noms maintenant, hein. Même les exoplanètes le demandent, c'est dire. Voyez par exemple, elle propose là, en cadeau de naissance pour chaque petit terrien dont la venue sur notre monde est partagée sur Twitter, de baptiser l'une d'entre elles de son nom. Là, en l'occurrence, souhaitons la bienvenue au petit James Astier, et comme l'annonce de la découverte de Kepler 37b s'est faite la veille de sa naissance, je propose qu'elle s'y colle en premier. Et voilà. Et si c'est toujours une grande joie d'apprendre la naissance d'un petit être, il y a également des personnes qui disparaissent, et c'est le cas de David McKay, un exobiologiste américain qui nous a quittés le 20 février dernier. Il est célèbre pour être allé dans le sens de la présence d'un fossile de vie microbienne en 1996 dans la météorite ALH 84001 qui vient de Mars. Et même s'il a été prouvé que c'était bien une bactérie terrestre qui s'est retrouvée là après une contamination, ça a permis tout de même d'attirer l'attention sur une possible présence de vie fossile sur Mars, et toutes les missions qui concernent la planète rouge aujourd'hui peuvent lui dire merci. Je salue donc sa mémoire. Et puisqu'on parle de Mars, j'ai découvert que la Cité de l'Espace de Toulouse a créé un site qui explique Mars sous l'angle de son calendrier. Il y a une vidéo qui montre sa révolution autour du Soleil en comparaison avec la Terre. Il y a un jeu où il faut lancer une sonde au bon moment pour qu'elle atteigne Mars, et je voudrais pas faire ma crâneuse, hein, mais j'ai gagné du premier coup. Il y a une comparaison des saisons terrestres et martiennes, on peut télécharger le calendrier martien en PDF, et on peut même connaître sa date de naissance martienne et son âge martien. Voyez, moi par exemple, mon prochain anniversaire tombera le 26 juillet 2013 sur Terre, mais le 4 avril 1071 sur Mars. J'aurai 30 ans ici, mais j'ai 15 ans et 8 mois là-bas. Et sinon, je vous conseille vraiment de jeter un œil au calendrier martien, c'est assez drôle. Alors par exemple, moi, toujours, hein, évidemment, ma fête tombe un 18 mai au lieu d'un 1er décembre. Alors par contre, j'aurais préféré un 62 juin ou un 49 octobre, hein, mais que voulez-vous. En tout cas, en plus d'être amusant, ce site est instructif et je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Et puisqu'on est sur Mars, restons-y avec l'image de la semaine qui est une des photos qui m'émeuvent le plus au monde, et en l'occurrence d'un autre monde. Il s'agit tout simplement d'un coucher de soleil martien. Notre étoile qui disparaît derrière l'horizon d'une autre planète. Les couleurs changent et il se passe quelque chose d'autre. On s'est peut-être habitué à l'ocre des paysages éclairés, mais là on prend conscience de l'exotisme d'une planète qui n'est pas la nôtre. Le concours Axe se termine ce dimanche 24 février, n'hésitez pas à voter pour moi s'il est encore temps. Et bien sûr, toujours le 20-20h, tous les dimanches à 20h sur France 5, vous pourrez m'y apercevoir. À la semaine prochaine. Au revoir.